Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. À la une, le gouvernement somalien a salué les dernières frappes aériennes contre les militants qui auraient fait plus de 150 morts du côté d'Al-Shabaab. Cependant, les frappes soulignent également l'importance d'une coopération plus étroite entre les nations affectées par le groupe. Elle est considérée comme l'attaque la plus meurtrière contre Al-Shabaab. Les avions américains ont ciblé une position du groupe dans la région Iran, au centre du pays. Al-Shabaab nie le nombre de morts, mais pour les experts, l'opération américaine est le signe d'une coopération plus étroite entre les forces locales et internationales. Il y a toujours eu une coopération étroite entre les services de renseignement somaliens et les organisations de renseignement étrangers, principalement les renseignements occidentaux. Les services de renseignement somaliens ont fourni des informations crédibles par le passé et cela a mené à des résultats positifs. Nous ne savons pas l'étendue de cette coopération, mais il est très important qu'elle soit là. Selon Washington, les nouvelles recrues préparaient une attaque à grande échelle. Al-Shabaab a visé 3 bases de l'Union africaine en moins d'un an. De nombreux soldats de maintien de la paix sont morts. Les frappes américaines de samedi ont été effectuées par des avions et des drones. Mais il faut en faire encore plus pour collecter des renseignements. C'est le travail des forces nationales de renseignement de donner des informations sur les activités d'Al-Shabaab, que ce soit dans les villes, les villages ou dans les zones contrôlées par Al-Shabaab. Il faut infiltrer le groupe et donner des renseignements qui, en retour, aideront à éliminer la menace posée par le groupe terroriste. La Tunisie est encore sous le choc des attaques islamistes de lundi qui ont fait 55 victimes. Les forces de sécurité ont en représailles lancé une vaste opération dans la région du sud-est du pays, située près de la frontière libyenne. La ville de Ben Guerdane est le théâtre d'opérations des forces de sécurité qui ont fait mardi soir 5 morts et ont permis la saisie de 4 kalachnikovs. Selon les médias locaux, les forces de sécurité ont encerclé mardi soir une maison où étaient retranchés des djihadistes présumés. Ces opérations font suite aux attaques djihadistes survenues lundi à l'aube dans cette même ville, au cours desquelles 36 extrémistes, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils ont été tués. Selon les autorités, ces attaques ayant ciblé des installations sécuritaires de la ville visaient à créer un émirat du groupe extrémiste État islamique. Un couvre-feu a été décrété à Ben Guerdane, une ville de 60 000 habitants qui se situe près de la frontière libyenne. Les autorités ont prévenu que les opérations de ratissage allaient se poursuivre dans la région. Et le Premier ministre, Habib Essid, a affirmé que la Tunisie était en guerre totale contre le terrorisme. Direction l'Égypte, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s'est rendu jeudi en visite au Caire. Il est sur place pour discuter de la crise en Libye ainsi que des liens historiques entre la France et l'Égypte. La visite de 2 jours du ministre français des Affaires étrangères a mis l'accent sur le renforcement des liens entre les deux pays. Jean-Marc Ayrault a souligné l'importance du maintien des relations bilatérales et travaille à apporter la paix au Moyen-Orient. Sauf que nous sommes ici dans une région qui fait face à des troubles majeurs. Et une Égypte forte, la France en est convaincue, est une nécessité. Et pour ce déplacement, la Libye reste la priorité des discussions entre les deux pays. Nous avons la volonté d'établir une coordination étroite entre l'Égypte et la France, compte tenu des menaces terroristes en Libye. Il y a un accord entre nous concernant l'importance de la stabilité de la Libye, l'indépendance et le soutien du gouvernement d'unité nationale en vue d'améliorer les capacités de l'armée libyenne. Ainsi, elle pourra jouer un rôle de premier plan dans la lutte antiterroriste. L'Égypte a averti l'Europe que la crise libyenne pourrait s'étendre dans ses territoires. Et compte tenu des récents attentats à Paris, la France en convient fermement. Vous avez évoqué la Tunisie, je me rendrai la semaine prochaine en Tunisie pour apporter la solidarité de la France à ce pays qui se bat pour un modèle politique, agir contre le terrorisme et Daesh en Libye. La France et l'Égypte conviennent que la lutte contre le groupe État islamique en Libye est mondiale et qu'il est désormais crucial d'étendre l'action contre le groupe pour la sécurité de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Europe. Dans le cadre des sessions de l'APN, les journalistes se sont pressés pour poser leurs questions au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Voyons quelles ont été les questions abordées par les journalistes africains. Good morning, Minister.
15 minutes avant la clôture de la conférence de presse, Mwazipeza Sakala, journaliste zambienne, a finalement obtenu l'occasion de poser sa question au ministre Wang Yi. En tant que représentante des médias africains, elle a voulu savoir si le ralentissement économique chinois influencera les investissements chinois en Afrique. C'est formidable d'entendre que même pendant ces 2 sessions, l'Afrique est prise en compte et que le plan de la Chine est en fait conçu pour aider l'Afrique ainsi que la Chine. Donc cette coopération mutuelle est bénéfique et utile parce que c'est une situation gagnant-gagnant pour nous tous. Je pense que c'est très encourageant. La réponse du ministre a également rassuré les autres journalistes africains sur le fait que malgré les changements de la situation internationale, l'amitié et la confiance de part et d'autre ne changeront jamais. La Chine est vraiment toujours de notre côté parce que je prends l'exemple de l'épidémie Ebola qui a surgi dans notre pays et vraiment la Chine a été vraiment un des partenaires qui est venu vraiment fortement en aide à la Guinée. Et donc, pour ce point de presse de tout à l'heure, je crois que c'est une certaine consolidation voilà, de cette relation déjà qui existe entre la Guinée et la Chine. Je suis très heureux d'avoir vraiment la manière où la Chine a pris les États africains. Je suis très content dans tous les domaines, que ce soit les infrastructures routières, les infrastructures de l'éducation ou l'infrastructure quelconque. Je suis très content. D'après les journalistes africains, la Chine et les pays africains, qui ont parcouru des chemins communs au cours de leur libération et de leur développement, ont matière à s'inspirer les uns des autres. Les 2 sessions politiques sont sans doute pour les pays africains une fenêtre importante pour apprendre de l'expérience de la Chine. Donc c'est pourquoi je veux que les gouvernements africains voient que la Chine est en train d'appliquer le 13e plan quinquennal qui a commencé maintenant et qui prendra fin en 2020. Et tout le monde va s'assurer que le plan se déroule comme prévu et il est soutenu et tout le monde va faire des efforts pour affirmer que le plan sera rempli et mené à bien. Donc c'est pourquoi je veux que mon gouvernement voit cela, pour qu'il puisse avoir un plan à long terme qui puisse aider mon pays à se développer plus vite. En Tanzanie, plusieurs centaines de personnes étaient présentes le long du tapis rouge déroulé devant le palais présidentiel. Elles accueillaient le président vietnamien. Ce dernier a promis aux Tanzaniens que les échanges entre les 2 pays allaient plus que tripler. L'accord signé entre les 2 nations vise à encourager les entreprises. Le président tanzanien John Magufuli a d'ailleurs déclaré que son pays devrait s'inspirer de l'exemple du Vietnam. Un accueil en grande pompe pour un vieil ami. Le président vietnamien Truong Thanh Sang s'est engagé à contribuer à réaliser plusieurs milliards de dollars d'échanges commerciaux d'ici quelques années. À ces mots, le président Magufuli n'a pu cacher sa satisfaction. C'est la première fois que vous venez en Afrique et vous venez au bon moment. Dès le début, je vous ai dit que la Tanzanie avait beaucoup à apprendre de votre pays. L'amitié qui unit ces 2 nations date de l'époque où de part et d'autre le régime politique était marqué par le socialisme. Mais aujourd'hui, la Tanzanie veut comprendre comment le Vietnam est devenu l'un des premiers exportateurs de la planète. Ce pays d'Afrique espère également s'en inspirer. Le Vietnam voit la Tanzanie comme un marché potentiellement lucratif. De son côté, la Tanzanie souhaite accueillir davantage d'investissements. Les 2 nations sont certes de vieux amis, mais des amis qui font des affaires. Des affaires pour lesquelles une convention fiscale et la promotion du commerce sont évoquées. Autant d'éléments accueillis positivement par les investisseurs vietnamiens. Il existe de nombreuses opportunités pour l'investissement en Tanzanie, en particulier dans l'agriculture et en zone rurale. Cette visite ouvre la voie à l'investissement et j'ai confiance. Le président Magufuli a rappelé qu'à une certaine époque, la Tanzanie avait offert des plants de cajou au Vietnam. Aujourd'hui, le Vietnam est le plus grand exportateur mondial de noix de cajou. La Tanzanie souhaite que cette fois, le commerce issu de ses propres plants fleurisse sur le territoire national. En Ouganda, le monde des affaires a salué l'admission du Soudan du Sud au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Avec l'arrivée de cette jeune nation, ce marché commun compte maintenant 6 membres. Michael Tumuerwe gère un magasin à Kampala. Il exporte des matériaux de construction au Soudan du Sud.
Avant que le Soudan du Sud n'entre en guerre, 60% de mes clients venaient de ce pays. Les ventes atteignaient 30 000 $ par semaine. Maintenant, atteindre ce chiffre me prend plusieurs mois. Je suis heureux qu'ils rejoignent la communauté d'Afrique de l'Est. Cela signifie un meilleur environnement commercial. Le Soudan du Sud constitue l'un des principaux marchés d'exportation de l'Ouganda. Au cours du dernier exercice, l'Ouganda affirme avoir exporté pour 300 millions de dollars de marchandises, et cela en dépit du conflit actuel. Mais les échanges commerciaux entre les deux pays se sont dégradés en raison de restrictions de mouvement imposées aux biens et aux services. Les taxes sont élevées, elles augmentent chaque semaine. Ils disent que le problème vient du dollar. Lorsque le dollar augmente, ils augmentent aussi. Le deuxième défi réside dans la vétusté des routes du Soudan du Sud. Quant au troisième obstacle, ce sont les barrages routiers. On en trouve un tous les 5 km. Et il faut payer à chacun de ces barrages. Chaque jour, une centaine de camions quittent cet endroit situé dans le centre-ville de Kampala. Tous se dirigent vers Juba, la capitale sud-soudanaise. Nombreux sont les chauffeurs de camions et commerçants ougandais qui se plaignent des obstacles non tarifaires au Soudan du Sud. Mais avec l'arrivée de cette jeune nation au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, ils espèrent un meilleur environnement commercial entre les deux voisins. Du côté des autorités ougandaises, on estime que les problèmes que représentent ces barrages routiers illégaux et ces fortes taxes imposées par le Soudan du Sud doivent être résolus en ayant recours aux lois et règlements commerciaux du bloc régional dans son ensemble. Le secteur commercial ougandais profite d'un marché plus vaste pour la vente de ses produits. Si des problèmes sont liés à ce marché, alors ces problèmes existent pour tous. Si nous sommes nombreux, nous serons mieux préparés à gérer ces questions. L'arrivée de la plus jeune nation d'Afrique dans le giron de la communauté d'Afrique de l'Est signifie que le marché commun du bloc passe de 145 millions d'individus à plus de 160. L'agence de notation internationale Moody's sera en Afrique du Sud la semaine prochaine pour décider si le pays subira une nouvelle décote. Le ministre sud-africain des Finances travaille d'arrache-pied pour tenter de convaincre les marchés internationaux à Londres et à New York que la situation économique du pays n'est pas si mal en point. Les détails dans notre reportage. L'équipe de Moody's sera en Afrique du Sud la semaine prochaine. Ils vont rencontrer un groupe de décideurs encore non identifiés, mais qui devraient comprendre le Trésor national, des économistes et des entrepreneurs. Il reste à voir si l'offensive de charme du ministre des Finances, Pravid Gordhan, va porter fruit, mais il va tout faire pour plaider la cause du pays la semaine prochaine. C'est très bien d'envoyer ce genre de message. Ils ont envoyé un bon message en soulignant que le ministre des Finances et Lesetja Kanyongo, le gouverneur de la Banque centrale, sont aux commandes des finances et de l'économie. C'est bien, ils font preuve de discipline, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez être capable de démontrer sans l'ombre d'un doute à toutes les agences de notation, même à Moody's, qu'il y a un certain niveau de croissance de l'économie. Nous avons jusqu'au mois de juin pour prouver le contraire à Standard & Poor's et à Fitch. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je pense sincèrement qu'il n'est pas trop tard. Mais nous devons voir des signes positifs en matière de croissance économique. La perspective de croissance se chiffre entre 0,2% et 1,2%. Des privatisations pourraient régler certains problèmes, mais le gouvernement a déjà dit que cela n'est pas dans les cartons pour le moment. Mais cela a déjà fonctionné si on regarde le programme d'énergie renouvelable, par exemple. Si vous changez votre façon de penser, comme le Trésor ou le gouvernement est capable de le faire, en accordant une plus grande place au secteur privé, je pense que cela est une façon d'obtenir une croissance plus élevée. Le service de la dette est ce qui fait peur à ces agences s'il y a une décote. Le pays se trouve déjà dans une situation semblable à la Russie et à la Turquie en matière de dette consolidée. Je pense qu'à mesure où nous nous approchons de cette situation, sans nécessairement plonger dans une crise, les taux d'intérêt vont probablement monter si la perception est que nous ne faisons rien pour corriger la situation. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette position. Donc ce n'est pas la fin du monde et je pense qu'en grande partie, les marchés se sont déjà adaptés. Il semble que c'est la situation dans le cas des obligations et du rand. Pendant que le pays se croise les doigts en attendant de savoir si les agences de notation vont décoter le pays, les entrepreneurs qui alimentent la croissance dans le pays cherchent toujours des opportunités d'affaires et de croissance.
Toujours en Afrique du Sud, 2 entreprises minières ont dû verser une somme record de 33 millions de dollars à 4 500 de leurs employés atteints de silicose. Le long combat judiciaire s'est finalement réglé à l'extérieur des tribunaux, mais va laisser des traces dans ce secteur d'activité très important pour le pays. La somme de 33 millions de dollars sera placée dans un fonds consolidé et redistribuée selon les dispositions prévues par la loi sur les maladies professionnelles des mines. Les entreprises impliquées devront financer le fonds, mais aussi les évaluations médicales. Le combat a été long. Le syndicat national des mineurs a mis près de 10 ans avant d'avoir gain de cause face aux géants Anglo American et Anglo Gold Ashanti. C'est une grande victoire dans un contexte où nous avons pu définir les bases de notre bataille. C'est la première chose. Chaque personne qui veut puiser dans le fonds consolidé devra suivre les règles. Deuxièmement, c'est important pour toutes les entreprises de comprendre que si vous allez devant les tribunaux ou non, vous serez tenu responsable. C'est la réalité. Nous sommes soulagés parce que nos clients pourront obtenir une compensation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce combat dure depuis un bon bout de temps. Nous sommes soulagés que plusieurs mineurs pourront toucher de l'argent de leur vivant. C'est un combat qui a duré longtemps et qui est maintenant terminé. Mais les choses ne sont pas tout à fait terminées pour les mineurs. Dans plusieurs cas, ils devront prouver qu'ils sont atteints de silicose ou de problèmes liés à cette maladie. Des obligations légales sont en place qui forcent les anciens mineurs à se faire examiner chaque 2 ans. Selon les statistiques, un pourcentage important de mineurs est touché. 2000 dans la province du Cap-Occidental et environ 1000 au Lesotho. Le système s'est pratiquement effondré, particulièrement dans le Cap-Occidental et au Lesotho. Donc, un grand nombre de mineurs n'ont pas été examinés et n'ont pas de preuves qu'ils ont contracté la maladie. Ils pensent seulement être atteints. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que les médecins du fonds vont se rendre sur place pour examiner les gens. Un autre recours collectif a été déposé au nom de plusieurs milliers de mineurs et cette victoire laisse croire que les entreprises minières seront prêtes à conclure une entente. L'industrie doit faire face à la musique. Ce qui est décevant pour nous, c'est que ce n'est pas une entente conclue par l'industrie, mais plutôt elle s'est faite entre individus. Mais je pense qu'il y a encore une possibilité que ce soit l'industrie qui soit tenue responsable. Peu importe le genre d'entente qui sera conclue, elle sera bien accueillie parce qu'elle va réellement aider les anciens mineurs. Peu importe le résultat, 4 500 anciens mineurs et leurs familles recevront une compensation. Les mineurs africains, pas les sud-africains, les mineurs africains n'ont toujours pas de dignité à offrir à leurs familles, parce qu'ils vivent dans une pauvreté abjecte, dans la douleur et la souffrance. Nous avons maintenant une chance de nous attaquer à ce problème. Nous voulons qu'ils puissent regagner leur dignité. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les mineurs, particulièrement pour ceux qui ont dû laisser leur famille derrière eux. Et cela envoie aussi un message très clair à l'industrie minière, en ce qui a trait au passé, au présent, mais surtout à l'avenir. Le ralentissement de la croissance en Chine a affecté plusieurs pays africains qui dépendent fortement de l'exportation de leurs matières premières. Si l'économie chinoise a stimulé la demande pour les matières premières au cours de ces 15 dernières années, elle est en passe de basculer vers une économie basée sur la consommation. Quelques industries telles que celle du vin bénéficient aujourd'hui de la demande accrue en produits finis. La Chine reste donc un partenaire privilégié de l'Afrique. Les besoins de la Chine ont changé, tandis que certaines régions de l'Afrique ressentent les répercussions de la baisse de la demande en matières premières. D'autres profitent de la demande élevée en produits finis, comme le vin. La Chine et Hong Kong combinés consomment le plus de vin rouge dans le monde. Cela étant dit, nous devons prendre en considération que 80% du vin consommé en Chine est fabriqué en Chine, ce qui fait de la Chine la 5e région productrice de vin dans le monde. La Chine est devenue le 6e plus important marché de vin pour l'Afrique du Sud, avec 11 millions de litres de vin exportés tous les ans. Après 2 ans de diminution des ventes en Chine, les données des douanes montrent une augmentation de près de 33% de vins importés. Les commentateurs industriels voient cela comme un indicateur d'une possible reprise de la croissance rapide que nous avons vue avant la mise en place de mesures d'austérité il y a de cela 18 mois.
Avec le ralentissement de la demande de vin de qualité de l'Europe et des États-Unis, les vignerons sud-africains ont réalisé qu'il y avait une opportunité pour des vins à prix modéré en Chine. Les producteurs ont ainsi modifié leur méthode de vinification, c'est-à-dire le processus de transformation du raisin en vin afin de répondre à la demande. Ces modifications ont créé un nouveau marché de vin élaboré pour satisfaire les besoins des Chinois. Il existe toutefois des risques, notamment si les consommateurs chinois réduisent leurs dépenses. Une croissance et un intérêt pour le marché de masse et cela est intéressant pour l'Afrique du Sud vu que nous pouvons assurer l'approvisionnement. La Chine est un marché en expansion mais les experts commerciaux nous avertissent que le vin n'est pas une exception dans ce qui a provoqué le ralentissement économique. Même si nous avons démontré une croissance formidable en termes de volume et croissance, nous ne devrions pas nous enthousiasmer trop vite. Cela étant dit, parmi les 10 principaux exportateurs de vin vers la Chine, l'Afrique du Sud a bénéficié le plus. La Chine est devenue l'un des premiers producteurs de vin à l'échelle mondiale. Et selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la Chine consomme plus de vin rouge que n'importe quel autre pays dans le monde. L'économie égyptienne a connu des revers depuis l'éviction du président Hosni Moubarak en 2011. Le tourisme, l'une des plus importantes sources de revenus du pays, a été le plus touché, ce qui a entraîné un épuisement rapide des réserves du pays en devises étrangères. Mais les paysans voient de l'espoir dans l'augmentation de la production agricole. Ces dernières années ont été difficiles pour l'agriculture en Égypte. Les paysans ont dû faire face à de nombreux problèmes. L'augmentation des matières premières pour la production agricole, les prix du marché plus bas et la mauvaise météo nous ont durement affectés. Plus de 30% du stock a été perdu lors de la production. Mais le problème n'est pas seulement la quantité, mais la qualité des produits et cela a aussi nui à leur commercialisation. La crise économique a poussé les prix locaux à la baisse, ce qui a entraîné les producteurs à changer de stratégie. La plupart des paysans ont choisi de cultiver des produits qui sont exportables. Cela permet d'acquérir des devises fortes et je peux aussi vendre mes produits comme le raisin toute l'année. Par exemple, au mois de mai en Europe, octobre pour les marchés locaux et asiatiques. Cela évite aussi aux paysans d'avoir à vendre leur stock dans une seule saison, ce qui tire les prix à la baisse. C'était une formule assez aboutie. Les fruits sont devenus le produit égyptien d'exportation le plus fort en 2015. Les exportations totales de fruits et de légumes se sont accrues de 15% pour atteindre 4 tonnes et demi l'an dernier. Une amélioration, mais qui ne suffit pas. L'Égypte importe encore 80% de sa nourriture. Pour garantir une agro-industrie profitable, le gouvernement s'est lancé dans un ambitieux projet de cultiver 2 millions d'acres en 3 ans. Il a aussi établi une holding pour commercialiser et vendre des produits agricoles dans le monde entier. Les Jeux Olympiques représentent le summum dans la carrière de nombreux athlètes, mais le nombre de places très limité en badminton pour les Africains signifie que plusieurs d'entre eux ne réaliseront pas leurs rêves. Voici maintenant le parcours difficile d'un athlète égyptien qui tente sa chance pour se rendre à Rio. Le parcours qui mène aux Jeux Olympiques n'est jamais de tout repos. Pour Ali El-Khateb, même si son rêve semble à portée de main, il est encore loin du but. J'ai dû quitter mon emploi pour tenter de réaliser mon rêve. C'est à ce point important. Même s'il a bien réussi pendant la phase de qualification, il n'est pas encore certain de se rendre au Brésil. Le classement de la Fédération mondiale de badminton sert à déterminer ceux qui pourront participer au tournoi olympique. Les joueurs doivent être dans le top 100 pour s'assurer une place. Il sélectionne seulement un joueur africain en double. C'est donc très difficile de se qualifier. Il faut être dans le top 50 et un des meilleurs du continent. La phase de qualification pour le badminton va se terminer en mai. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont à égalité dans le groupe africain. Mais si tous les espoirs sont permis, il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant d'arriver à Rio. L'aspect du financement est très important pour nous. La plupart des Africains ont du mal à gagner des médailles d'or parce que c'est difficile de bien s'entraîner. Nous n'avons pas de camp d'entraînement comme les joueurs des autres continents, comme en Asie ou en Europe. Mais il y a encore de l'espoir. Plusieurs des meilleurs joueurs du continent ont reçu des subventions pour faciliter leur participation aux compétitions
et ainsi devenir encore meilleurs. L'Afrique est devenue un endroit intéressant pour ceux qui aspirent à participer aux Jeux olympiques. Et avec la qualité de badminton que pratiquent les joueurs africains, plusieurs d'entre eux devraient pouvoir participer à des tournois internationaux, mais leur chance de remporter les grands honneurs n'est pas encore à portée de main. Et c'est la fin d'Afrique Info. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur notre chaîne.